Salut à tous! Alors dans cette vidéo, on va parler de quelques scénarios concernant les ransomware, faire une petite analyse de risque et montrer quelques scénarios de risque. Alors on va parler de la définition de qu'est-ce qu'un ransomware, de quelles sont les informations que l'on va devoir un peu récolter pour faire une analyse de risque et avoir des scénarios de risque. On va faire un peu une analyse de menaces et voir faire une analyse de risque qualitative, d'accord? Donc c'est un peu subjectif, je vais vous montrer après, et un exemple de scénario de risque. Donc un ransomware finalement c'est un logiciel malveillant qui a pour but d'exfiltrer, donc de voler des données ou de bloquer des données jusqu'à ce que on paye la rançon. Alors dans les scénarios dont on va discuter, en fait, on va se concentrer plutôt sur les ransomware qui vont bloquer l'accès à vos données. Donc là, on va s'attaquer directement à l'intégrité et la disponibilité de vos données. Hein, comme on avait dit, la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Là, on s'attaque surtout sur le I et le D. Donc en général, comment ça va se passer? C'est surtout en utilisant des crypto-lockers où l'attaquant va chiffrer les données en utilisant des algorithmes et des clés assez robustes, hein, dans le but d'éviter que l'utilisateur puisse un jour déchiffrer les données sans posséder la bonne clé qui est en général en possession de l'attaquant. Alors payer la rançon en général, ce n'est pas une garantie que la clé va marcher, que le programme qui va vous fournir va marcher et donc que vous ne pourrez peut-être jamais déchiffrer les données. Et en plus, peut-être qu'il ne vous répondra même pas. Donc ne comptez pas là-dessus si jamais ça vous arrive, surtout que c'est extrêmement cher, c'est quelques bitcoins au bout de... voilà, pour les 48 premières heures par exemple, ensuite on va doubler ou tripler la somme au bout de 48 heures, pour ensuite dire qu'au bout d'une semaine, sans nouvelles, on détruit la clé. Donc là, vous êtes embêté. En tout cas, en général, il ne faut pas payer. D'abord, il faut avoir un petit peu de contexte. Donc moi, dans mon contexte, j'ai un NAS Synology qui est exposé sur Internet. J'ai les données de ma famille et de mes amis qui sont dessus, qui sont accessibles en tout temps, ou qui doivent être accessibles en tout temps. J'utilise quelques services et packages de Synology et pour moi la sécurité est un aspect extrêmement important et je dois m'assurer que les données restent confidentielles, intègres et disponibles. La perte de données la perte de confidentialité et d'intégrité pour moi c'est simplement inacceptable. Donc je dois traiter cette problématique. Donc pour être un bon défenseur, il faut pouvoir penser comme un pirate. Il ne faut pas simplement être quelqu'un qui fait les checkbox sur les programmes de sécurité ou les applications pour dire que voilà, je vais mettre ceci pour protéger cela. Il faut vraiment être imaginatif et bien réfléchir sur ce qu'on fait, ça a des conséquences, mais ce qu'on fait peut également être exploité par quelqu'un et qu'il faut donc essayer de trouver encore une autre solution pour se protéger. Si le pirate ne peut pas rentrer par le premier moyen que vous avez bloqué, il va en trouver un autre, donc une alternative, et il faut pour ça un peu d'imagination pour se dire tiens, il va aussi attaquer par là, je vais me protéger là. Donc l'important c'est d'avoir une vision d'ensemble qui soit claire, et pour ça il faut définir plusieurs éléments pour l'analyse. Il faut définir, donc on a dit, quel est votre bien et sa valeur, quelle est votre valeur pour un pirate, la menace, l'acteur de menace, les vecteurs de menace, les vulnérabilités, les objectifs de son attaque, quelle est la probabilité d'occurrence, l'impact, quel est votre appétit au risque et le niveau de risque, et comment est-ce que vous allez traiter le risque. Donc par exemple, pour moi, j'ai mes données qui sont sur mon NAS. Pour moi, la valeur, elle est très grande, forcément. Il n'y a pas que mes données, il y a aussi des données d'autres personnes, il y a des données confidentielles, des données sensibles qu'il faut protéger. Pour moi, elles sont très importantes. Maintenant, dans un scénario où le but, c'est de chiffrer vos données, la notion d'importance est assez subjective. C'est-à-dire que, en général, l'attaquant, il va pas forcément s'intéresser à ce que vos données sont importantes ou pas. Lui, ce qui l'intéresse surtout, c'est qu'il va chiffrer vos données et il veut que vous lui payiez. C'est tout. Maintenant, si le but c'était d'exfiltrer des données, donc de vous voler des données, si ces données sont importantes pour mon entreprise, elles vont être importantes pour lui si je suis une cible d'intérêt, hein, donc un POI, une Person of Interest. Pour lui, la valeur, elle sera grande. Donc pour le crypto locking, en général, c'est
c'est peut-être moi qui me trompe, hein, mais je trouve que c'est très subjectif en fonction euh, de qui on est. Et le pirate, il n'a pas toujours un grand intérêt. Lui, tout ce qu'il veut, c'est l'argent. Donc, par exemple, je peux dire que pour moi, la valeur de mes données, si c'est simplement une attaque opportuniste, pour le hacker, elle est faible. Par contre, si c'est quelque chose qui m'est destiné, dans ce cas-là, c'est que même pour lui, la valeur est assez élevée. La facilité d'exploitation, elle est plutôt moyenne de mon côté, vu que j'ai des mesures de sécurité. Et donc, on pourrait dire que le résultat de la valeur, de ma valeur pour lui, elle peut être faible, moyenne, ou médium ou moyenne élevée si c'est plutôt une attaque opportuniste ou une attaque ciblée. Voilà, c'est un peu un exemple, c'est un peu difficile à quantifier. Ensuite, quelle est la menace? La menace, c'est qu'il puisse accéder de manière non autorisée à mes données, les modifier et donc les compromettre ou les corrompre. L'intégrité des données est donc compromise. Qui c'est qui va m'attaquer? Eh bien, ça va être un humain qui est malveillant et qui est externe. Ça va être par exemple un hacker qui a besoin d'argent, enfin qui veut de l'argent, ou ça peut être un cyberterroriste dont le seul but finalement c'est de gagner de l'argent et ou simplement de détruire. Hein. Un hacker qui est un peu greedy, lui tout ce qu'il veut c'est l'argent. Ensuite, quels sont les vecteurs de menace ou les vecteurs d'attaque? Si on parle que du NAS cette fois-ci, la menace peut venir d'une clé USB malveillante qu'on va brancher sur notre NAS. Un code malveillant va être exécuté et ça va commencer à chiffrer le NAS. Ce n'est pas impossible. Ensuite, on peut également passer par les services que l'on expose sur Internet. Notre service VPN, nos services web, WordPress, les applications Synology, etc. Les services de messagerie, POP, SMTP, IMAP, etc. Les services de fichiers, du SMB, de l'AFP et du NFS, qu'il ne faut surtout pas faire sur Internet, du WebDAV et le Synodrive, hein, comme voilà, le DS Cloud qui fonctionne sur le port 6690 par défaut. Voilà par où ça peut venir. Maintenant, si ça devait venir par l'ordinateur, parce que parfois le NAS, c'est peut-être un peu plus difficile de compromettre, on va plutôt essayer de passer par la machine de l'utilisateur, vu que devant la machine de l'utilisateur, il y a un utilisateur, et donc ça peut être parfois plus facile. Donc il peut y avoir l'utilisation de binaires qui sont malveillants, d'accord, des chevaux de Troie, des vers, des exécutables malveillants. Il peut encore y avoir le coût de la clé USB malveillante. Il peut y avoir des drive-by downloads qui vont exploiter le navigateur et éventuellement remonter sur le système d'exploitation lorsque l'on va visiter un site malveillant. L'infection par la visite d'un site de confiance qui a été compromis, comme imaginons une banque, où on va nous demander de télécharger un plugin ou de télécharger un fichier qui lui est malveillant, ou aussi par mail avec un lien de phishing et par exemple des attachments qui sont malveillants au niveau des pièces jointes. Dans le phishing link, on peut éventuellement penser à une attaque de type CSRF où le but serait de nous rediriger sur un site pour nous faire exécuter du code sur le NAS éventuellement, ou en tout cas des actions non voulues, c'est peut-être pas impossible dans ce cas-là. Ensuite, quelles sont les vulnérabilités qui sont liées au NAS? On peut avoir l'utilisation d'une architecture qui n'est pas sécurisée. On peut ne pas configurer d'éléments de sécurité comme du firewall, de l'antivirus et du web application firewall, et sans renforcement du système, ou simplement on a mal configuré notre protection, hein, on n'a pas mis ce qu'il faut au niveau de l'antivirus, on a laissé des règles trop permissives au niveau du firewall, par exemple, etc. On peut avoir des mauvaises configurations de privilèges, on peut avoir un système d'exploitation qui n'est pas patché, ou les services, ou les packages, et on peut aussi avoir peut-être des applications qui sont buggy ou dont le code est vraiment pas orienté security by design. Donc on est plutôt vulnérable à des zero day, à des vulnérabilités connues et classiques comme de l'injection SQL, des injections de commandes, des contrôles d'accès euh, qui sont, on va dire, vulnérables ou des systèmes d'authentification qui sont vulnérables, etc. Alors, les vulnérabilités authentifiées ou non authentifiées, c'est pas une vulnérabilité en tant que soi, bien évidemment, mais c'était juste pour mentionner le fait que dans les cas d'urgence, la priorité, c'est tout ce qui n'est pas authentifié. Donc, tout ce qui est, on va dire, accès non authentifié / anonyme, ça, c'est extrêmement critique. Il faut pouvoir adresser ce problème rapidement.
Ensuite, pour le PC, quelles sont les vulnérabilités un peu classiques dans ce type de scénario? Ben, c'est une mauvaise configuration de sécu, c'est pas de configuration du tout, ce sont des droits d'admin permanents. Vous allez me dire, dans le cadre de Windows 10, on n'est pas admin permanent, même si on est admin, il faut faire une élévation de privilèges pour faire des actions administratives, d'administration. Maintenant, si des gens, par facilité, décident d'enlever le User Account Control, donc l'UAC, c'est comme si on est administrateur permanent. Tout se fait de manière privilégiée tout de suite. Donc à éviter. Et bien sûr, un système d'exploitation qui n'est pas patché, qui est vulnérable. Le célèbre et triste exemple de WannaCry qui exploitait une faille sur le protocole SMBv1, etc. Donc, quels sont les objectifs de l'attaque? Donc on a dit qu'il y avait deux types d'attaques, il y a les attaques ciblées et les attaques opportunistes. En tout cas, on peut dire que le but, ça peut être d'endommager et de détruire. Ça peut aussi être parce qu'il y a une opportunité qui est ouverte. Voilà, il y a un système qui n'est pas bien, protégé, donc je vais l'attaquer comme ça au cas où. Et on a le coût, bien évidemment, classique du ransomware. C'est vraiment les demandes de rançon et le chantage. D'accord? Donc payez maintenant ou vous perdez vos données. Ensuite, en termes d'appétit de risque, l'appétit au risque, pour moi, il est très faible. C'est-à-dire que s'il y a des failles que je vais trouver ou des vulnérabilités, je vais essayer de toutes les adresser. Bien sûr, dans la mesure du possible et du financièrement acceptable. Il y a toujours ce côté financier qui rentre en compte. Donc, je vais essayer de traiter la plupart des choses. Si on faisait une petite analyse de risque qualitative, d'accord? Donc, qualitative, on est plutôt sur des éléments qui sont subjectifs, basés sur l'expérience. C'est un peu au pifomètre, carrément. Alors, dans le cas où, par exemple, je n'ai aucun contrôle de sécurité, voilà, j'ai installé mon NAS, je l'ai exposé sur Internet, je ne sais pas comment ça fonctionne pour la configuration de sécu, je laisse comme ça. Alors, quelques paramètres supplémentaires pour aider à réfléchir. Est-ce que j'ai une architecture sécurisée et j'utilise des bonnes pratiques? Non. Mon exposition, elle est comment? Elle est sur Internet. On peut dire que l'exploitation, elle est facile. Le type d'attaque sur lequel je vais plutôt me concentrer, c'est des attaques opportunistes. Pourquoi? Parce que je ne suis pas une entreprise, je suis à la maison, j'ai un peu la sécurité par l'obscurité, c'est-à-dire que personne ne sait que j'ai un NAS. La valeur de mon bien, elle est élevée et je n'ai pas de sauvegarde. L'impact ici, il est élevé parce que je vais perdre de la productivité, je vais perdre des données, c'est inacceptable. Donc là, ici, on voit dans la matrice de risque que la probabilité d'occurrence, elle est quand même super élevée et que, en cas de souci, si ça devait arriver, l'impact serait juste catastrophique. Donc ma priorité, elle est très élevée pour corriger cela. Ensuite, disons que j'ai quelques contrôles en sécurité. Voilà, je ne suis pas spécialiste, je mets 2-3 petits trucs, c'est mieux qu'avant. Alors, au côté architecture sécurisée, bonne pratique, j'ai implémenté une partie. Je suis toujours exposé sur Internet. Tout d'un coup, pour exploiter, c'est plutôt moyen. C'est pas trop dur, mais c'est pas non plus facile. Le type d'attaque, on reste sur de l'opportuniste. La valeur, c'est élevé et je n'ai toujours pas de backup. Donc l'impact, dans tous les cas, il reste élevé. Si ça devait arriver, on reste dans le côté catastrophique. Mais la probabilité d'exploitation, finalement, elle est, on va dire, elle est moyenne, disons. Donc là, on peut dire que la priorité pour moi pour traiter le point, il est, allez, moyen élevé. Ensuite, disons que je mets vraiment de la bonne sécurité et j'ai un système de sauvegarde. Donc oui, j'implémente une architecture sécurisée et les bonnes pratiques. Je suis toujours sur Internet. Ma facilité d'exploitation, elle est médium. Pourquoi pas moyen slash low. Alors peut-être que j'ai confondu le sens. Maintenant, je me souviens plus ce que j'ai dit dans les autres slides. Mais disons, voilà, c'est pas toujours trop facile de m'avoir. Le type d'attaque, c'est toujours de l'opportunité. Ma valeur, toujours high. Le backup, cette fois-ci, oui, je l'ai. Et donc l'impact est devenu médium tout d'un coup. Pourquoi? Parce qu'au final, je peux dire oui, on risque toujours de m'attaquer. Mais si jamais ça devait arriver, on peut dire que la conséquence pour moi, elle est moyenne parce que j'ai une politique de sauvegarde qui marche. Donc là, la priorité pour traiter ce risque résiduel, par exemple, il peut être considéré comme faible à moyen. Encore une fois, c'est très subjectif. Ceci peut être complètement différent pour vous en fonction de votre aussi appréhension du risque, de votre appétit au risque, de vos craintes, etc. Ensuite, le traitement du risque, on va être toujours sur, dans mon cas, dans ce cas-là, dans le ransomware, on va être sur de l'acceptation et la mitigation. L'acceptation, parce qu'à un moment donné, il y a des risques qui vont rester, des risques résiduels, et je ne pourrai pas les traiter. Soit parce que ça coûte plus, soit parce que c'est techniquement pas forcément faisable, ce serait trop contraignant.
Après ça, je vais plutôt faire la mitigation de risque en implémentant des mesures de sécurité techniques dont je vais discuter dans une vidéo prochaine. Et ensuite, dans les contrôles d'accès, les catégories, on peut faire de la prévention, de la protection, de la détection, de la réponse et de la recovery. En français, je ne sais plus comment on dit. Et je vais essayer de faire une petite vidéo sur chacun de ces aspects dans le cadre des ransomware, par exemple, et dans le cadre, surtout dans le cadre du Synology, vu qu'on est basé sur du Synology ici. Maintenant, les scénarios de risque. Donc, un scénario de risque, c'est ce qu'on va décrire, c'est un événement de sécurité qui va survenir et qui va avoir un impact sur notre business. Donc on peut utiliser par exemple toutes les informations que j'ai mentionnées avant pour créer ces scénarios de risque. Ça va nous permettre d'avoir une meilleure compréhension de notre exposition du risque et surtout de mieux comprendre en fait quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, quels sont ses potentiels impacts, combien est-ce que ça coûterait par exemple de corriger cela, etc. Et lorsque vous faites cet exercice, tout d'un coup la menace ou le risque devient réel. On dit voilà, c'est plus de la théorie où je dis que j'ai pas d'antivirus, il va m'arriver une bricole un jour, je m'en fous. Non, là tout d'un coup, ouais, mais j'ai pas d'antivirus, donc il peut se passer ceci et ensuite cela, mais j'ai pas pensé à ça, donc ceci est encore possible. Voilà. Donc là, ça devient tout d'un coup très réel. Voilà. Alors, on va essayer de transposer tout ça avec la méthodologie Coras pour faire nos scénarios de risque avec les ransomware. Donc, on commence toujours par deux éléments importants qui sont l'attaquant d'un côté tout à gauche et à droite notre bien. D'accord? Donc, à gauche, nous avons notre attaquant qui est un pirate externe, humain et malveillant. Et nous avons tout à droite donc les données de notre NAS. Alors, on va partir un peu de droite vers la gauche pour commencer. Donc, on a d'abord quel est le risque le plus gros. Le risque le plus gros, c'est que si un ransomware vient nous attaquer, nous allons perdre l'intégrité de nos données et on va également perdre la disponibilité de nos données. D'accord? Donc ça, c'est notre risque ici. Ça, c'est le risque. Ça, c'est le bien. Ensuite, nous avons qu'est-ce qui peut faire en fait que nous allons avoir cette perte d'intégrité et de disponibilité de nos données. Ce sera cet incident non voulu, d'accord, ainsi que celui-ci, d'accord, incident. Et donc là j'ai mis deux types d'incidents. Nous avons le premier qui dit que le ransomware va chiffrer les données d'un utilisateur et elles ne peuvent donc pas être utilisées. Le deuxième, c'est que le ransomware va chiffrer les données de tous les utilisateurs et ne peuvent plus être utilisées. Donc on va parler du premier incident. Essayons de faire au plus simple le premier incident concernant un seul utilisateur. Qu'est-ce qui fait que finalement le ransomware, ou plutôt qu'est-ce qui fait que les données sont chiffrées, elles ne peuvent pas être utilisées, elles ne peuvent plus être utilisées. C'est à cause de cette menace ici, d'accord? Ça, nous avons une menace, voilà, où en fait nous allons avoir une opération de chiffrement lancée par le ransomware. Maintenant, finalement, cette menace qui s'est exécutée, comment est-ce que ça a été possible? Bon, au final, ça a été exécuté avec cette menace-là, où l'utilisateur a exécuté un malware. Et ce malware était de type un ransomware. Comment est-ce que cela a été possible? Eh bien, en fait, c'est parce que ici, nous avions une vulnérabilité, d'accord, qui est que nous n'avons pas d'antivirus. Et notre attaquant externe en a profité. Donc ça, c'est vraiment un peu le cheminement. Un attaquant profite du fait que nous n'avons pas d'antivirus, ce qui fait que l'utilisateur va sans faire exprès exécuter, ou faire exprès, enfin il va exécuter un logiciel malveillant qui est de type ransomware, qui va donc chiffrer, et ça va chiffrer les données de cet utilisateur, et on va perdre l'intégrité, la disponibilité de ces données qui sont sur notre NAS. D'accord? Alors, ensuite, si on prend la ligne légèrement en dessous, ici, nous avons une autre vulnérabilité. D'accord? Donc, nous avons le ransomware qui va chiffrer les données, mais vu que nous avons une autre vulnérabilité qui est par exemple une mauvaise configuration
en termes de privilèges, donc d'accès à nos données, et ben en fait, le risque suivant, ou plutôt l'incident suivant qui va venir, c'est celui-ci, d'accord? C'est que le ransomware va chiffrer toutes les données, par exemple des utilisateurs, ou en tout cas peut-être de plusieurs utilisateurs. Ça dépend bien évidemment de cette mauvaise configuration des privilèges. Pour la lisibilité, en fait, je n'ai pas fait la ligne suivante, d'accord? J'aurais pu la faire aussi, mais forcément, on va affecter, pour commencer, on va affecter les données de l'utilisateur en question. Donc, j'ai pas voulu le mettre pour pas ralourdir, d'accord? Donc, on a pris en compte ce scénario-là. Maintenant, ici, nous allons plutôt parler du scénario où toutes les données vont être chiffrées. Comment est-ce que cela est possible? Imaginons que nous allons partir, alors un peu par ici. On va plutôt partir pour la gauche cette fois-ci pour vous expliquer. Nous avons notre attaquant externe qui va profiter d'une vulnérabilité qui fait que nous avons notre système d'exploitation ou nos packages Synology qui ne sont pas patchés. Finalement, nous allons avoir ici l'attaquant qui va réussir à compromettre notre système via une RCE, une injection SQL, par exemple. À partir de là, il va réussir à exécuter le ransomware qui va chiffrer les données. Alors, si tout va bien, disons, il va chiffrer ici les données de l'utilisateur ou d'un utilisateur spécifique. Ça peut être comme un compte technique, lorsqu'on utilise un service web qui va, par exemple, accéder à des répertoires qui sont liés à ce service web, ou sinon, si nous avons aussi une vulnérabilité de contrôle d'accès qui ne fonctionne pas correctement, et bien en fait, ça va chiffrer absolument les données de tout le monde dans le pire des cas. D'accord? Ça, c'est ce scénario. Ensuite, nous avons un dernier cas, d'accord, où on va se dire aussi que nous pouvons avoir des données d'un utilisateur ou de plusieurs utilisateurs qui sont chiffrés. Comment est-ce que cela est possible? Bon, on sait déjà que nous avons le ransomware qui a chiffré les données. Comment cela a été possible? Eh bien en fait parce que des comptes se sont fait compromettre. Comment ces comptes se sont fait compromettre? Parce qu'on utilisait des mots de passe faibles, parce qu'il n'y a pas de politique de mot de passe implémentée, et parce que le risque que la menace que nous avons, c'est que notre département IT ne sait pas comment implémenter une politique de mot de passe. Voilà, c'est un exemple. Et nous avons la raison pour laquelle tout cela a pu arriver, c'est parce que nous avons un manque de compétences dans notre département IT. Donc ça, c'est un peu le cheminement pour vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire avec cette méthodologie. On voit un peu qu'est-ce qui a été attaqué, par qui, quel a été l'incident, quelle a été la menace, quelle a été la vulnérabilité. Et le dernier point, c'est la remédiation, d'accord? C'est la correction. Donc ce qu'on voit, les clés en verte, c'est voilà, nous avons un utilisateur ici qui a pu exécuter un logiciel malveillant. Un des moyens de corriger ça, c'est d'installer un antivirus sur les postes, par exemple. Nous avons notre système qui a été compromis via une RCE ou une injection SQL, par exemple. Et bien en fait, ce qu'il faut faire, c'est implémenter soit des mises à jour de l'OS et des packages, ou implémenter un Web Application Firewall, par exemple. Et puis, si l'IT ne sait pas comment implémenter des politiques de mots de passe, dans ce cas-là, il faut qu'ils aient des formations. Et si notre compte est compromis, ici, dans ce cas-là, il faut, pour éviter ou limiter les risques de compromission de compte, et dans ce cas-là, il faut implémenter les password policy, comme on l'a dit avant, mais aussi le ban d'IP et le account lockout, si jamais on veut aller un peu plus loin dans notre sécurisation. Voilà, donc ça c'est un peu la modélisation des scénarios de menace avec la méthode des scénarios de risque avec la méthode CORAS. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été informative. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez aller plus loin ou si vous avez peut-être d'autres sujets à aborder. Merci et salut!